le titre indique d'ailleurs les deux domaines principaux où ça s'est développé. L'idée de citoyenneté, bien sûr, renvoie à la notion d'espace public en politique et à la notion d'espace public politique. Et la notion de relation en public renvoie plutôt à un tout autre domaine qui est celui des interactions sociales et des relations sociales dans ce qu'on appelle les lieux publics. Il y a un troisième domaine dont je ne parlerai pas beaucoup, ou pas du tout d'ailleurs, qui est la sociologie de la communication et des médias, qui est aussi un des domaines où cette notion a été beaucoup utilisée, puisque les médias sont considérés comme étant les organes de l'espace public politique notamment. Alors, donc, en fait, la notion elle-même vient quasiment d'un contresens, ou d'un contresens, ou d'une traduction un peu peu fidèle, si on veut, d'un livre fondateur. Attendez, je vais passer les trois domaines d'usage. D'un livre fondateur d'un philosophe et théoricien allemand qui est Jürgen Habermas. Et son livre s'appelle L'espace public, précisément, donc, qui est un livre que Habermas a écrit en 1962. Il était encore tout jeune à l'époque, il avait une trentaine d'années. Et qui a été traduit par l'espace public, alors que le titre allemand lui-même, là vous la voyez apparaître sur la diapo, c'est Strukturwandel der Öffentlichkeit. Donc c'est le changement de structure. Alors, Öffentlichkeit, bon, je reviendrai tout à l'heure, c'est un concept kantien notamment, c'est un concept des Lumières, et qui veut dire ouverture, publicité. Et donc, effectivement, c'est ce concept d'Öffentlichkeit qui a été traduit par espace public. Et le sous-titre du livre reprend d'ailleurs le terme, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Donc, c'est une description de l'émergence de ce truc bizarre qu'est la sphère publique ou qu'est l'espace public dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors bien sûr, cette publicité n'est pas la publicité commerciale, mais donc c'est le principe de publicité des débats et le principe de publicité des décisions politiques dans un État démocratique. Habermas ne parle pas d'ailleurs d'espace public, mais son terme habituel, c'est plutôt sphère publique. Donc, et c'est un livre donc, qui associe histoire et théorie politique, si on veut. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. L'autre auteur important, donc, pour l'autre secteur, si on veut, celui des relations publiques et de l'étude des relations et des interactions dans les lieux publics. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce sociologue américain qui est Erving Goffman. Erving Goffman, donc, c'est un sociologue qui s'est spécialisé dans l'étude des interactions sociales, dans ce qu'on appelle l'étude de l'ordre des interactions. Et il s'est intéressé à l'étude des comportements dans les lieux publics. Dans les lieux publics, c'est-à-dire dans la rue, sur les places publiques, dans les halls de gare, dans le métro, dans les centres commerciaux, etc. Et donc, il expose précisément... Et donc, pour lui, lui n'utilise pas la notion d'espace public, il parle de lieu public. Et ce qui définit ces lieux publics, c'est un certain nombre de règles qui régissent les comportements, donc, que je vais présenter. Mais avant de présenter ces deux auteurs et ces deux approches de l'espace public, je vais dire quelques mots sur le caractère vague et la difficulté de définir les termes qui rentrent dans cette expression espace public. Donc on a espace et on a public. Alors, espace, effectivement, c'est un terme qui s'applique à beaucoup de choses. J'ai découvert en arrivant qu'on était dans l'espace des sciences
et des métiers, c'est ça. Donc, et effectivement, l'espace des sciences et des métiers, c'est pas simplement un bâtiment, mais c'est aussi un lieu dévolu à une certaine fonction, à un certain rôle. Hein. Et donc, l'idée, pour un peu clarifier les choses, c'est de distinguer des espaces concrets et des espaces abstraits. On peut dire que cette salle où nous sommes, c'est un espace concret. C'est un espace concret dont on peut faire une expérience sensorielle, si on veut, de ces qualités sensibles, à la fois ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Hein. Donc c'est les sens qui sont impliqués pour appréhender, si on veut, cet espace, et c'est ce que j'appelle un espace concret. Hein. Et il y a des espaces beaucoup plus abstraits. Hein. Même l'idée d'un espace dévolu aux sciences, par exemple, est quelque chose déjà de plus abstrait que l'idée d'une salle dans un bâtiment. Hein. Et précisément, l'espace public n'est pas quelque chose, enfin du moins, l'espace public dans la théorie politique, l'espace public politique n'est pas quelque chose dont on a une expérience sensorielle. On peut avoir une expérience sensorielle d'un lieu public, d'une place publique, d'un hall de gare. Hein. On y voit des choses, on sent, on entend du bruit. Donc, effectivement, on peut avoir une expérience sensorielle de cet espace et de ses qualités. Mais après, effectivement, il y a des espaces vraiment abstraits où il faut la médiation de l'imagination. Hein. Et ça, je reviendrai tout à l'heure parce qu'il me semble que c'est une grande caractéristique de l'espace public moderne, de l'espace public en tant qu'invention des Lumières au XVIIe et au XVIIIe siècle. Hein. Et précisément, cet espace public inventé par les Lumières au XVIIe, XVIIIe siècle n'est pas simplement un concept ou une entité théorique. Hein. C'est aussi quelque chose qui a nourri beaucoup de pratiques sociales et politiques. Hein. Donc depuis cette époque, et donc en gros qui sont les pratiques de la démocratie, les pratiques des médias, hein, les pratiques de liberté d'expression, d'enquête, etc. Alors donc le terme espace, effectivement, est souvent mêlé, et là les choses ne sont pas vraiment fixées. On va en parler de domaine, on va parler de lieu, on va parler de sphère publique, on va parler de scène publique, hein, donc pour en gros désigner à peu près la même chose. Donc ça c'est quelques remarques sur le terme espace, quelques remarques sur le terme public. Là aussi, donc, il y a toute une série de distinctions assez coutumières, hein, que vous rencontrez souvent. Donc la distinction public-privé, entre autres, est une distinction très courante, mais qui aussi couvre des domaines différents. Hein. C'est une distinction juridique. Il y a des domaines, des propriétés privées, des propriétés publiques, des domaines publics, privés, des domaines publics. Il y a aussi la distinction que je vais appeler psychosociologique, hein, qu'on retrouve beaucoup dans les débats, par exemple, sur où se trouve la limite entre le privé et le public dans la vie des personnages ou des personnes publiques, hein, évidemment ce qui est autre chose que l'aspect juridique, hein, bien que ça ait une composante juridique, mais hein, c'est deux domaines différents. Alors pour essayer d'y voir clair, une des manières d'avancer, c'est de se demander qu'est-ce que c'est rendre public, rendre quelque chose public. Alors, donc là, j'ai mis sur la diapo quelques réponses possibles. Rendre public, c'est informer, bien sûr. Hein. C'est divulguer et arracher au secret. On verra tout à l'heure que c'est vraiment une des clés de l'idée d'Offenlichkeit telle qu'inventée par les Lumières. Hein. C'est l'idée de rendre transparent ou de soumettre au regard de tous. Hein. Et c'est l'idée de rendre communes des significations, et entre autres des significations des événements. Hein. C'est ce que font entre autres les médias lorsqu'ils rendent public ce qui se passe, les événements. Ils ne se contentent pas d'informer de ce qui se passe, ils donnent aussi des significations à ce qui se passe, et ça permet de rendre communes ces significations-là. Hein. Alors, il y a une théorie qui a été développée que vous allez peut-être rencontrer dans vos études, hein, plus tard, qui est la théorie du common knowledge. Hein. C'est une théorie qui a été inventée par des philosophes, et notamment par quelqu'un que j'ai mis sur la diapo, qui est David Lewis, dans sa théorie des conventions, et qui a été aussi beaucoup repris en économie, entre autres en économie des conventions. Donc, et en gros, il y a une manière de répondre à la question qu'est-ce qui est public, c'est de dire c'est ce qui est de common knowledge, de connaissance commune. Et donc quelque chose est dit de connaissance commune
hein, si chacun le sait, tout en sachant que les autres le savent aussi, et chacun sait que chacun sait, et ainsi indéfiniment. Hein. Donc ça, c'est la notion de common knowledge qui a été donc fortement discutée récemment par des auteurs. Pour les philosophes, Margaret Gilbert, ça dit peut-être quelque chose, Jean-Pierre Dupuy, l'anthropologue et le sociolinguiste Dan Sperber et Deirdre Wilson ont discuté cette notion-là et ont proposé de la remplacer par d'autres. Je ne rentre pas dans le sujet. Mais il me semble que cette notion de common knowledge et de définir le public par ce qui est simplement de connaissances publiques, de connaissances communes, ne suffit pas. Alors, je pensais effectivement, en prenant deux exemples, faire émerger d'autres dimensions importantes. Par exemple, on va dire que les significations du langage que nous parlons sont publiques en un autre sens, et ce ne sont pas simplement de connaissances communes. Évidemment, tout le monde les connaît, tout le monde les maîtrise, mais elles ont aussi pour caractéristique d'être des significations anonymes, c'est-à-dire des significations pour tout un chacun, quel qu'il soit, des significations qui ne dépendent pas des individus, des significations qui sont régies par les usages. Ce sont les usages qui fixent les significations, des mots, entre autres, et des phrases que nous émettons. Et ce sont des significations qui font autorité dans une collectivité. Il y a une sorte d'autorité de la langue, il y a une sorte d'autorité de la grammaire de la langue. Et si on veut, lorsque nous parlons, nous nous soumettons à l'autorité de ces règles-là, de cette grammaire-là. Et donc, effectivement, c'est une autre dimension de la notion de public, me semble-t-il, qui n'est pas présente dans la notion de common knowledge. Un autre exemple auquel je pensais, c'était l'exemple du vote politique, puisque nous sortons d'une période électorale où, si on veut, quand je vais voter, si on veut, le vote a bien sûr d'abord aussi un sens subjectif, c'est-à-dire quand je vais voter, je vais exprimer mon opinion, je vais exprimer mes préférences, et donc cette opinion peut être commune avec mon voisin, par exemple, s'il se trouve que nous avons les mêmes opinions politiques et que nous votons pour les mêmes listes aux élections. Mais mon vote a aussi un autre sens, qu'on peut dire objectif. C'est-à-dire qu'effectivement, quand nous allons voter, c'est que cette pratique de voter a une certaine signification pour nous dans le type de société dans laquelle nous sommes. Et cette signification est indépendante des individus, parce que c'est une signification qui fait partie de l'institution même du vote, c'est une signification qui fait partie de la pratique instituée qu'est le vote. Et donc là, effectivement, s'il y a un accord là-dessus, effectivement, c'est une signification qui nous est commune à moi et à mon voisin, mais elle est de nature différente que le simple partage des opinions, parce qu'effectivement, c'est une signification précisément qui est publique, parce qu'elle fait partie de cette pratique et de cette institution qui a été mise en place dans le type de société dans lequel nous sommes. Voilà, ça c'est les remarques que je voulais faire sur le caractère vague, si on veut, et polysémique des deux termes espace et public. Le fait que ce soit vague n'est pas très gênant, puisque en fait tous les termes de notre langage ordinaire sont vagues, parce qu'on ne peut pas, on peut jamais espérer les définir complètement, les déterminer complètement. Et ce qu'on constate, c'est que le fait que ces mots-là, leur sens soit vague, n'empêche pas de s'en servir. Et que précisément, si on essayait de trop préciser les choses, on risque de ne plus pouvoir s'en servir comme on s'en sert.